la part de comédie phagocyte un peu la part de sérieux ou inversement, parce qu'il y a beaucoup de scènes où en fait les choses tournent mal parce que les personnages se comportent un peu comme des idiots, quoi. Qui est un truc qui marche dans une comédie loufoque à 100%, sauf que là, le film, il y a plein de moments vraiment de gravité, de torture, de meurtre, qui sont joués au premier degré, quoi. Et voilà, on commence tout de suite avec Pris au piège. Code Stealing. Ah, c'était trop bien. Ça, c'est le moment. J'ai bien aimé. Donc, Darren Aronofsky, c'est qui, c'est quoi ? C'est un réalisateur américain, états-unien. Bon, tout le monde le connaît maintenant, je pense, notamment pour ses mélodrames, en tout cas pour ses drames, généralement. Notamment Requiem for a Dream. Je crois que son premier film c'était Pi, sûrement. Oui. Ensuite, il a fait d'autres films qui, quand même, ont pas mal résonné à l'international, notamment Black Swan en 2010, qui doit être son plus gros succès derrière Requiem for a Dream. Mais il s'est aussi amusé à faire d'autres drames du genre The Wrestler, The Fountain. Et il était revenu récemment avec, Mother, avec The Whale. The Whale, exactement, qui avait valu à Brendan Fraser son retour et son Oscar du meilleur acteur. J'aime bien comme tu insistes sur le fait que c'est que des drames. Mais c'est vrai que c'est pas un cinéaste très rigolo quand même. Non. Ouais. Là, c'est un peu plus rigolo. Voilà. Et justement, c'est un peu surprenant parce que le film, donc Code Stealing qui vient de sortir, sort un petit peu de son habitude, mais on sent qu'il tombe pas non plus à 100% dans la comédie, qu'il y a quand même une sorte d'entre-deux, ou en tout cas d'espace pour aussi des sensations ou des sentiments plus noirs, des morts un peu plus terribles que dans une comédie à la Tarantino où les morts à la chaîne semblent un peu se désincarner. C'est quoi un peu l'histoire du film, Julien ? Ouh là là, alors c'est Austin Butler, c'est ça ? Ouais. Donc ça commence avec du métro. Le générique s'ouvre sur du métro et du baseball. Ouais. Et ça donne un peu le thème du film. Métro et baseball. Non, on va suivre Austin Butler qui est comment on dit, un countryside boy, je sais pas, c'est pas du tout, c'est pas un provincial quoi, qui est un backside boy, un beach boys, qui est arrivé à New York après avoir, un gros joueur de baseball, mais qui a eu un accident qui lui a coûté sa carrière. Okay. Et depuis, il vit à New York, il travaille dans un bar, il envoie ses économies à sa mère, et puis sa vie est somme toute assez tranquille, jusqu'au jour où son voisin, le docteur Zinzin, part, donc qui est un gars très visible parce qu'il a une énorme Iroquois, il est habillé comme un gros punk, c'est un pur punk. Gros accent anglais. Gros accent anglais à couper au couteau mate. Et il lui laisse son chat parce qu'il doit aller chez son père, enfin voir son père qui est en train de mourir quoi, en Angleterre. Et à partir de ce moment-là, les emmerdes commencent. On se rend compte que Russ est mêlé à... Dans le pitch, on va pas pitcher la fin, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il traîne avec des gens pas nets. Et du coup, ces gens pas nets viennent toquer chez Russ. Ils se rendent compte que Russ est pas là. Et du coup, vont venir toquer chez Austin Butler en disant « Il est où ?» Et là, c'est le début des emmerdes. Il s'attire plusieurs, il se met à dos plusieurs personnes et en fait, on parle du coup de ce personnage qui est assez, pas naïf, mais en tout cas qui est un peu en apparence tout blanc, simple, qui a rien à se reprocher, qui va se retrouver dans une sorte de dédale de problèmes potentiellement de problèmes potentiellement létaux, et pas Jared Leto qui jouait dans Requiem for a Dream. C'est Renikov. Et il va devoir essayer de s'en sortir quoi. Mais peut-on vraiment sortir de tous ces problèmes en restant blanc comme neige quoi ? C'est ça la question. Un peu la morale du film. Alors, je note un détail dans ton pitch qui me semble à la fois, tout à fait juste et révélateur, c'est que tu n'as pas parlé du personnage de Zoe Kravitz. Et non. Donc, Austin Butler s'appelle Hank et elle s'appelle Yvonne. Donc, c'est une jeune infirmière et voilà, ils sont plus ou moins ensemble, même si rien n'est très officiel pour l'instant. Et tu n'en as pas parlé parce que c'est vrai qu'elle est un peu accessoire à l'intrigue. Complètement, même si plusieurs scènes nous parlent un peu de la relation entre ces deux personnages. Le film commence un petit peu là-dessus, avec un début de scène de sexe, comme ça, qui prend un peu le... c'est par là qu'on va rencontrer ces deux personnages, l'endroit où ils vivent, etc. Ce dont ça serait peut-être un peu révélateur, c'est le côté
je dirais presque un peu anachronique ou un peu ringard en fait de ce film qui se passe dans les années 90 et en fait a un peu tout d'un film des années 90 quoi. C'est-à-dire que on pourrait résumer le film à une sorte de comédie d'action un peu mafieuse, voilà, film de braquage un petit peu décalé. Même si on reviendra sur le dosage, on va dire, entre la comédie et la gravité peut-être un peu plus tard, qui est en gros le créneau un peu Guy Ritchie, des années 90. Pourquoi je dis ça ? Parce que le rôle de ce personnage féminin qui est un petit peu un faire-valoir dans le film, qui en gros est surtout là pour... flasher ses seins au moment de son apparition. Exactement, quand le personnage apparaît, première chose qu'on la voit faire, c'est montrer son soutien-gorge à travers la baie vitrée du bar. Disons, elle est surtout là pour un peu sa sensualité magnétique et pas grand-chose d'autre. Et c'est vrai que je dirais que je suis un peu interrogé devant ce film sur un peu le pourquoi, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un ancrage quelconque qui nous permet de... pas de justifier, parce que disons que les films n'ont pas forcément à avoir, je sais pas, une raison d'être pour dire quelque chose de spécifique, mais c'est vrai qu'il y a ce film qui sort un peu de nulle part, qui dénote un peu dans la carrière qui détonne plutôt un peu dans la carrière de Aronofsky, et dont on se pose un peu la question de finalement pourquoi le faire aujourd'hui, et voilà, c'est à mon avis un film plutôt sympathique, pas trop mal mené, mais dont on a l'impression qu'il revient un peu sur un genre qui a été exploré un peu de long en large, et avec un peu plus d'éclat, on pourrait dire. On sent déjà dans le film une sorte de grosse inspiration de After Hours de Scorsese, dans la mesure déjà où il y a un des personnages du film, c'est-à-dire Paul, est joué par l'acteur principal de After Hours, le gérant du bar, c'est le même gars. Si t'as le nom de ce gars, je te donne 10 €. Ouais, c'est cool. C'est bouche du problème. Et donc, d'autant plus qu'il se passe à New York, et c'est un film qui est très intéressé sur la ville de New York, dans la mesure où même on sent que Darren Aronofsky y a vécu dans les années 90 et tient à lui adresser une sorte de lettre d'amour, ou en tout cas de recréer un New York passé. Le film commence d'ailleurs sur le plan des Twin Towers pour bien nous dire c'est une sorte de pré-année 2000, on est vraiment dans une époque où les choses étaient... Rich Linden, bien joué. Bien joué, bravo. C'est partie de ces acteurs qui ont fait un film. Clairement le GOAT. Et donc, un film des années 90 où à l'époque les choses étaient, New York était un peu plus charmant, un peu plus vivant, et le film va s'amuser presque à nous faire une carte postale de la ville dans la mesure où on va passer par chacun des quartiers de New York, quoi, vraiment. On commence à Manhattan, on va passer à Brooklyn, on va passer à Staten Island pour un petit passage à la plage, on va passer dans le Queens, et on va passer dans le quartier chinois, dans le quartier russe, dans le quartier juif. Enfin, il y a vraiment un plaisir comme ça à recréer, un petit peu comme Tarantino l'avait fait dans Once Upon a Time in Hollywood, où il avait pris plaisir à recréer un espace qui n'existe plus. Et qu'il avait bien connu, un peu comme Aronofsky de ce que tu viens de dire. Tout à fait. D'autant plus que là, le travail d'Aronofsky, il va être beaucoup sur justement les mouvements dans l'espace par ses appareils, enfin par sa caméra, qui va beaucoup s'amuser à, avec moult travelling, déjà nous définir proprement les espaces, c'est-à-dire que l'appartement d'Austin Butler, on le connaît bien, enfin tous ces espaces-là, on apprend à les connaître, et surtout... Il y a beaucoup de travelling avant ou de travelling arrière dans les rues, dans les espaces, en drone notamment. Je pense à un plan qui va traverser la boule dont j'ai oublié dans quel quartier, mais voilà, qui est un endroit aussi connu de New York, ou un autre drone qui va faire un travelling avant entre les bâtiments de Manhattan avec les échelles de secours derrière. Et donc on sent que le film... C'est vraiment, comme tu le disais, presque un film des années 90 pur jus, même esthétiquement, on sent qu'il essaye un peu de recréer cette patine colorimétrique et visuelle du grain des pellicules des années 90. Et en effet, à part, on va dire, le pur plaisir simple d'un film d'action bien mené, avec des acteurs qui jouent très bien, avec des personnages un peu marrants, un peu loufoques, notamment ces deux mafieux juifs qui arrivent un peu tardivement dans le film... à prendre une part principale, mais qui sont super cool. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Et voilà. Est-ce que le film a besoin de se prévaloir de plus comme raison d'exister que d'être un bon moment ? Pas forcément. Je ne sais pas. Est-ce que tu t'es bien amusé quand même, Julien ? Ça va, ouais. Voilà. Ou est-ce que tu t'es senti pris au piège ? Je me suis senti complètement pris au piège. J'étais pris à ma gauche
le baseball. Yamaguchi, le réalisateur. À ma droite, le métro. Oui, en fait, moi j'ai trouvé ça plutôt bien mené aussi. Je trouve que quand même le film rate pas mal de petites choses. En fait, tous les moments où l'enjeu est important, enfin, il y a 2-3 moments dans le film où t'as des twists, des retournements de situation. Je pense notamment à cette scène où il mange un black and white cookie avec la flic. Et il y a des personnages qui rentrent dans le bar. Je trouve, genre, typiquement, ça c'est un peu expédié. Ouais. Alors que t'as l'impression que c'est un moment où il pourrait vraiment y avoir un truc qui monte et qui se tend. Et c'est un peu pareil pour tous les moments un peu graves. J'ai pas envie de divulgacher le film, mais qui arrivent. C'est-à-dire que ça t'éclabousse pas trop quand même. Je trouve que t'es très vite repris dans le flow du film. Et c'est un peu ça que je trouve étrange et pas forcément très réussi du coup. C'est que le film va quand même avoir une construction un peu classique avec le personnage qui se pose de plus en plus de questions sur lui-même, sur ses possibilités d'action, tout ça. Sauf que comme toutes ces parties-là avant étaient un peu éludées quand même, je trouve que c'est moins... toute la partie de fin est moins impactante pour ça, quoi. Hormis ça, oui, c'est plutôt bien ficelé, plutôt bien... assez chouette à regarder, quoi. Ça joue bien, il y a beaucoup de personnages qui sont très drôles, même je pense à la petite frappe qui lui fait que des blagues tout le temps de baseball. Enfin, il y a je sais pas, je trouve que ça fonctionne quand même. Moi je suis resté dedans tout le film, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de un peu de trop plein aussi, c'est-à-dire que en termes de tonalité parfois le film a du mal à choisir, j'ai l'impression. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments où notamment tous les moments où il est avec le personnage de Russ, où à la fois cohabite vraiment le film de petite frappe, mafieux, gangster, scène d'action, et des gros moments des trucs très drôles, assez cyniques, assez noirs. Et je trouve que là, ça fonctionne très bien. Mais il y a beaucoup d'autres moments où j'ai l'impression c'est un peu un fourre-tout d'idées aussi. C'est un peu à l'image de son... Du coup, vous n'êtes pas restés tous les deux pour le générique de fin en entier. Parce que le générique de fin est complètement zinzin. Il part dans tous les sens sur la musique de... C'est Idols. Le générique se retourne de sens, les lettres elles se mélangent, ça change de couleur, tout ça. Donc ça fait ça, tout le générique de fin. Et en plus, il y a des petites animations avec un chat. Et parfois le chat il se prend une vague. Donc parfois t'as vraiment des gros trucs d'animation. Et en fait je trouve ça un peu étrange parce que le générique concept qui marcherait un peu dans son concept pur de sur le snare de Idols, les lettres elles font n'importe quoi, elles changent de couleur et tout. C'est un peu parasité par ce petit chat qui est mignon, qui est sympa et qui fait référence au film, donc c'est cool. Mais voilà, et c'est un peu un ressenti que j'ai eu un peu tout le film aussi parfois et je pense que c'est pour ça que tous les moments un peu on va dire clés du film ils m'ont pas tant impacté que ça, parce que je trouve qu'en fait il y a un peu trop de choses presque, quoi. Alors que par exemple le premier plan du film, l'espèce de premier plan qui est une sorte d'énorme travelling arrière, on est sur des ombres de baseball. Et il y a une action qui se termine et il y a un travelling arrière qui finit en drone immense et tout, qui est un plan assez mystérieux parce qu'en plus moi j'y connais rien en baseball, donc t'aurais préféré que ce soit dans le métro que ça se passe. Je suis plus un gars du métro que du baseball. Non mais il y a un truc où j'imagine que c'est pas une métaphore, mais c'est écrit un peu en métaphore de baseball. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Limite je peux développer un chouille. Juste pour finir sur ça, je trouve que ce plan il marche bien un peu typiquement dans le fait qu'il est il se tient en soi, il est un peu mystérieux, et je trouve que plus le film avance, plus où il essaie d'expliquer des choses, où il essaie de mettre des couches de style et de ton surtout, et ça marche pas, c'est pas je trouve que ça le dessert un peu, quoi. Du coup, si vous voulez que j'explicite brièvement, je suis pas un expert en baseball, loin de là. Tu es clairement notre expert en baseball. Comme vous avez pu le voir, il y a un plan au tout début du film qui passe du métro au terrain de baseball, et c'est un plan sur la marque, sur la base du lancer et de la frappe. Donc c'est une base qui est en 5 angles. Oui. Un peu comme les 5 quartiers de New York. Oh, les 5 quartiers de New York, tu peux les citer ? Brooklyn, Queens, Manhattan, Staten Island et... J'ai dit Queens ? Oui.
Le New Jersey. New Jersey. Peut-être, non? Je pense pas, New non. Jersey, C'est une ville à côté, non, New Jersey? Le chat à l'aide. Aidez-nous. Et Chicago. Ça se trouve, il n'y en a que 4. La Je City. suis un énorme mytho. La pomme. C'est la pomme. C'est le Bronx. Il me manque Ah mais oui, le Bronx. Où Bien Jack sûr. Chan a fait une visite. Bien sûr. On l'a vu récemment. Et donc, code stealing, en anglais, c'est l'expression qui caractérise une action précise au baseball. Comme vous le savez, il y a quelqu'un, un runner, qui doit faire le tour de toutes les bases le plus rapidement pendant que l'équipe adverse doit essayer de récupérer la balle qui a été frappée précédemment. Tout à fait. Et l'action de steal, de voler, c'est d'essayer de passer d'une base à l'autre à un moment où tu n'es pas censé le faire. Ah oui, d'accord. À un moment où normalement c'est l'attrapeur de la balle, donc celui qui a le gros gant, vous connaissez, qui le rend au lanceur. À ce moment-là, tu peux essayer de taper un mini sprint et te faire une base. S'ils sont un peu inattentifs, tu peux voler un peu comme ça. Sauf que du coup, tu peux te faire attraper en train de voler. Tu peux te faire caught stealing. Oui, parce que j'imagine si la balle revient au moment où t'es entre deux bases, t'es complètement... Exactement. D'accord. Et est-ce que ça s'appliquerait d'une certaine manière à ce que nous raconte le film? Mais donc, est-ce que tu vois une façon plutôt? Moi, j'y vois notamment un basculement, qui est le moment où le personnage, entre guillemets, arrête de courir et se met à lutter activement, qui est donc le moment qui a d'ailleurs lieu physiquement dans le film, avec lui qui va dans une petite station de baseball. Qui a un plan très chouette, je trouve d'ailleurs. Où on le voit réussir quasiment que des home runs, alors qu'il se fait regarder derrière par des jeunes qui finissent par le féliciter. En un seul plan, il y a un truc un peu parfait. Voilà. Et donc là, c'est le moment où presque le personnage passe de runner à frappeur, c'est-à-dire qu'il va se mettre à donner les coups et à réussir les uns après les autres les réussites. Il n'est plus assis entre deux chaises. Voilà. Et donc, à la place de runner entre chaque base du terrain, donc entre chaque quartier de New York, il finit par lui-même prendre la balle en main et gérer le truc, quoi. Très joli. Je pense qu'un expert de baseball affinerait bien mieux, mais voilà. Ok, intéressant la question du baseball, mais je reviens sur ce que disait Julien. Effectivement, ça m'a aussi interrogé un peu l'alliage, les tonalités. Je trouve que c'est un film qui est un peu difficile à mettre dans une case, puisque moi aussi au début je me suis dit, j'ai pensé à After Hours, ou quelqu'un disait Good Time dans le chat. Ouais, et du coup Uncut James aussi. Uncut James, voilà, ce côté un peu, je dirais, film de fuite en avant. Et je me suis demandé si le film allait être ça, mais je trouve qu'il n'est pas vraiment structuré de cette manière-là. D'ailleurs, le film est basé sur un livre du même nom, et c'est l'auteur du livre lui-même qui a écrit le scénario, Charlie Huston, il s'appelle, je crois. Ouais. Et je me suis demandé si c'était pas peut-être, entre guillemets, un défaut de fidélité, d'avoir pas imaginé une structure peut-être qui marche mieux sous format de film que de livre, mais je n'ai pas lu le livre, donc j'en sais rien. Et parce que, disons que là, il n'y a pas vraiment de un objectif qui se dérobe sans cesse au personnage et qui du coup génère cette espèce de tension où à la fois le rythme s'accélère et en même temps le personnage patine de plus en plus, ce qui aurait pu un peu avoir lieu, puisque à chaque fois on a Austin Butler qui va retraverser les mêmes endroits de manière un peu cyclique, etc., avec la pression qui augmente. Mais je trouve que le rythme du film joue pas tout à fait cette partition-là. Et alors qu'il y a plein de moments où je me suis dit, ah bah ça c'est typiquement un truc qu'on aurait dans ce genre de film, où par exemple, à un moment dans le film, il a plus le droit de boire d'alcool parce qu'il a un problème de rein, et ça aurait pu être un peu le truc, il a envie d'aller boire un verre, et en fait il y a tout un tas de péripéties qui se mettent sur sa route, et donc finalement ce petit truc qui l'aiderait un peu à aller mieux sur le moment, il n'arrive jamais à l'avoir, une espèce des facteurs un peu d'insatisfaction qui font que ça crée une tension, voilà. Et je trouve que le film fait pas ça, parce qu'il alterne assez nettement les moments un peu d'action et les moments de pause, et voilà, un peu de manière relativement cyclique, quoi. En fait, il n'y a pas vraiment, je trouve, une force, une direction qui fait que l'énergie du film est concentrée un peu vers quelque chose. Mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi une force de jamais vraiment savoir dans quelle direction il va partir et que... Oui, mais le film n'est pas tellement surprenant non plus, quoi. Non, mais pourtant, t'es quand même tout le temps dans une situation où tu vas pas prévoir précisément comment va se constituer la scène d'après. Alors que typiquement, si on est sur ce genre de structure-là, on peut un peu s'attendre à tout le film à partir du moment où on a compris le principe du départ. Oui et non, parce qu'après c'est aussi le plaisir de savoir qu'est-ce qui va mal tourner pour que tu penses à chaque fois que c'est sorti d'affaire, et à chaque fois le truc est... Mais bon, effectivement, il faut pas non plus que je plaque un peu mes attentes du film sur le film. Mais je dis ça notamment parce que il y a des moments où je trouve que
la part de comédie phagocyte un peu la part de sérieux ou inversement, parce qu'il y a beaucoup de scènes où en fait les choses tournent mal parce que les personnages se comportent un peu comme des idiots, quoi. Qui est un truc qui marche dans une comédie loufoque à 100%, sauf que là le film, il y a plein de moments vraiment de gravité, de torture, de meurtre, qui sont joués au premier degré, quoi. Et je sais pas, je pense typiquement au premier meurtre, pour ne pas le spoiler. Alors tout à fait, oui, dans ce qui est très premier degré, mais je pensais par exemple à la scène où il se retrouve dans le bar, dans la chambre forte qui est sous le bar, qui est un setup de film d'action assez intéressant et on pourrait dire, je sais pas, précis, c'est-à-dire il y a tant de personnes de ce côté-là, tant de personnes de l'autre, ils ont telle ressource, c'est une espèce de statu quo, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une logique un peu spatiale qui se met en place et qui en fait est désamorcée par le fait qu'un des personnages fait un peu n'importe quoi et du coup ça évente, on va dire, le potentiel vraiment de la séquence d'action, quoi. Et alors que je pense que le film n'est pas nul un peu sur ces jeux d'espace, j'aime bien la scène de poursuite qui dure un petit peu avec les deux rabbins, etc. Mais du coup je trouve que c'est difficile d'être vraiment attaché à ces personnages qui font un peu n'importe quoi souvent, quoi. Enfin, surtout la galerie de personnages secondaires. Pour être ensuite un petit peu touché par ce qui pourrait ou pas leur arriver, le fait que certains, typiquement je sais pas, le patron du bar ou Russ, on sent que c'est des personnages dont le film des fois nous dit attention, peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il va lui arriver un truc, mais moi je trouve que c'est trop des caricatures vivantes pour être vraiment pour que je craigne ce qui va leur arriver, quoi. Mais je trouve que par contre le truc qui marche bien, c'est que le personnage de Austin Butler, j'ai oublié son Hank, lui il est assez en fait t'as l'impression même, enfin moi c'est ce que je me suis dit pendant le film, je me suis dit je vois pas comment il aurait pu mieux faire. À part quand il est l'alcool tue. Cata. Non, mais à part avec de rein, il s'en serait super bien sorti. Et encore, en fait, bon, bref. Il y a un truc où, dans tous les cas, il était niqué, quoi. Mais, et du coup, moi, ce qui m'a plu, c'est que je me suis vraiment attaché à ce personnage. Oui, lui, il essaie de dans le sens où il est quand même droit dans ses bottes. Et du coup, t'as envie qu'il lui arrive le moins de bricoles possible. Mais tout passe par son biais à lui et pas par le biais des personnages qui lui tournent autour. Et du coup, dès que les personnages à qui il tient sont en danger, t'es triste pour lui, mais t'es pas triste pour eux, quoi. Oui, tu t'en fiches un peu. Oui, tout à fait. Notamment, on peut dire, après le premier drame du film, on est très touché pour le personnage et lui reste affecté presque tout du long du film. Enfin, on voit qu'il est plus du tout dans la légèreté de jeu dans laquelle il est avant, il est dans une nouvelle tonalité, mais le film lui-même, dans sa mise en scène, par contre bascule et revient dans un côté un peu plus loufoque et léger. Donc d'un côté, je trouve qu'en effet c'est un peu désamorcé, mais de l'autre, j'aime bien cette idée de voir ce personnage évoluer dans un film qui ne va pas à la même vitesse que lui, quoi. C'est vrai, mais après j'ai du mal à trouver ça vraiment problématisé par la mise en scène qui est, on va dire, je sais pas, dynamique, mais c'est à peu près tout. Perso, plus le temps passe et plus on oublie le piteux état de son corps. Oui, tout à fait, on sent pas trop le corps en pâtir de plus en plus lors des scènes de course-poursuite. C'est vrai, d'autant plus que au tout début du film, je me suis dit que c'était assez génial cette idée de il se fait péter la gueule et il se fait vraiment détruire physiquement, enfin il perd son rein et il devient hyper fragile. Et je me disais que le film allait justement jouer ce côté-là de tout est un danger immense pour le personnage et il doit vraiment fuir pour éviter de ne serait-ce se faire toucher, quoi. D'autant plus que juste après ça, donc il y a le premier drame, et à ce moment-là je me suis dit tiens, est-ce que finalement le film va jouer une sorte de Aronofskisme du film de petite frappe des années 90 en plaquant un mélodrame ou un truc très dramatique. J'étais un peu excité par cette idée-là. Je me suis vraiment dit waouh, je m'attendais pas à être autant touché par rapport à, je m'attendais pas à avoir aussi peur pour le personnage. Bon, finalement, le film bascule vers autre chose. Ouais. Et mais cela dit, on sent qu'il y a un peu de Aronofsky dans le côté. C'est peut-être une vision un peu superficielle, mais le côté un peu. Comment dire, traumatisme du personnage qui est hanté par les visions de quelque chose, et un peu ce truc avec l'alcool, l'idée qu'il est un peu addict et du coup il retombe en fait tout le temps dans le même travers. Qu'on sent qu'il y a un peu de ça, mais effectivement je trouve que c'est un peu ça prend pas tout à fait le premier plan du film puisqu'il a quand même envie de faire un peu une sorte de comédie d'action, et en même temps je trouve qu'à l'inverse parfois dans les passages de comédie je le trouve
pas hyper joueur en fait. Enfin, en termes de mise en scène, je trouve que peut-être s'il avait fait plus une comédie un peu à la Guy Ritchie, il se serait permis plus de trucs. Là, j'aime bien quand ça s'emballe un peu, etc. Mais je trouve que dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de, de choses qui passent par le visuel. Tu vois, je me suis dit typiquement à la fin, il y a la scène où il ravage, où il ravage le club. Et il y a des plans de l'extérieur qui sont assez marrants, mais qui est un peu un grand classique. Les deux personnages qui rentrent et on voit tout de loin, tout explose. Et je me dis, mais là au moins t'aurais mis en scène un peu un gag, jouer du décalage un peu entre l'action qui pourrait être filmée premier degré et la façon dont le cadre s'en saisit et tout. Mais en fait, il y a peu de moments dans le film où vraiment il y a une idée de plan qui permet une distance critique ou permet un gag, tu vois. Ce qui fait que les ruptures de ton, je pense, marchent un peu moins bien, quoi, parce que typiquement je prends Snatch, c'est le seul exemple vraiment de comparaison qui me vient en tête, mais c'est un film assez amusant et... Uncut James aussi, je pense, dans cette mesure-là de bascule entre drame et... Moi, ça me fait beaucoup penser à Baby Driver, en fait, comme ce film. Un peu, ouais. Il y a un truc, il n'y a pas tout le côté musical, tout ça, mais ce truc de... Ce personnage moral, on va dire, enfin juste et moral, au milieu d'un environnement dangereux, et avec un ton qui bascule de quelque chose de dangereux à quelque chose de drôle, et à des séquences aussi jouissives qui dans Baby Driver sont les séquences de course-poursuite musicale, quoi, et qui là pourraient être aussi les séquences de baston, de baseball, mais je trouve que tu de métro. Dans Baby Driver ou même dans Snatch, il y a ce moment où la mère de Brad Pitt meurt. Là il y a une espèce de... Enfin, là la rupture de ton marche franchement, ça marche complètement. Le film est, une espèce d'enthousiasme vraiment débordant pendant quasiment tout le film, et d'un coup il y a cette espèce de truc qui creuse d'un coup, alors que là le côté plus... qui fait des allers-retours entre les deux registres, je trouve les dévitalise un tout petit peu. Puis il y a un truc aussi où en fait t'as l'impression que le film revient un peu en arrière à chaque fois, quoi. Parce qu'il y a, mais même en termes de décor, de tout ça, il finit dans son appartement le matin par se réveiller de la même façon. Il y a un truc où t'as un peu l'impression de retourner à la première base. Je me connais pas du tout en baseball. Non, mais mais ça fait partie du charme du film aussi, ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Avoir cette espèce de rythme un peu en escalier ou en dents de scie, quoi, ou avoir l'impression d'être toujours freiné, quoi. Genre que le personnage, comme on dit, il se fait toujours attraper en fait, et un peu remettre à sa place. Mais le film reste, je trouve, quand même très bien rythmé et prenant tout le long, quoi. Ce qui est pas forcément évident, quoi. En tout cas, moi, je me suis pas fait chier, quoi. Enfin, j'étais dedans et tout.